Israël a vécu et vit cette libération, cette liberté, de manière paroxysmale. Donc on a un indice de paroxysme, disait Manitou, à propos de l'histoire d'Israël, mais il faut toujours le remettre en contexte avec l'histoire universelle tout entière. Le sens, ou plutôt la signification de la fête de Pessah dans la société israélienne d'aujourd'hui et plus généralement pour les nations du monde, dont celle du Moyen-Orient. C'est le thème de notre nouvelle édition, celle de notre magazine hebdomadaire d'analyse intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Alors avec nous en ligne depuis Jérusalem pour en parler, Chaim Rothenberg. Bonjour et shalom, Chaim. Bonjour et merci de l'invitation. Vous Et êtes, bonne fête. oui, Chag Sameach, vous êtes expert en informatique de profession, vous êtes enseignant et aussi un disciple de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou, que vous avez connu de près en France, tout d'abord, et puis suite à votre alia en Israël dans les années 1970. Le Rav Manitou, à propos duquel vous avez publié jusqu'à aujourd'hui une dizaine d'ouvrages fondamentaux en hébreu, retranscrivant ses cours sur le Midrash, ainsi que 2 volumes supplémentaires sur le sens de la prière juive. Alors des publications, il faut le dire, qui continuent de susciter jusqu'à aujourd'hui un grand intérêt dans le public israélien religieux, souvent jeune, et aussi dans un public parfois moins religieux, il faut le dire, des gens qui dans leur écrasante majorité ne connaissaient pas encore la pensée de Manitou, ni celle de l'école de pensée juive de Paris, mais qui en découvrent les contenus et surtout l'importance grâce à votre immense travail de transcription de centaines de cours de Manitou classés par thématique. Alors, en ce qui concerne notre discussion d'aujourd'hui, les sages et la tradition d'Israël appellent la semaine de Pessah, la Pâque hébraïque, comme on dit, qui est célébrée cette semaine, la fête de la liberté, un mot générique qui ne veut pas dire grand-chose a priori, mais enfin, en quelques mots, pouvez-vous, quant à vous, nous expliquer le pourquoi de cette dénomination qui s'enracine, entre autres, je crois, sur l'expression des 5 et pas seulement des 4, ce qu'on appelle les langages de libération, les Shonot HaGeoula, énoncés à Moïse au Sinaï par le Maître du Monde et qui sont transcrits au début du livre de l'Exode. Alors, la fête de la liberté, c'est quoi déjà ? D'abord, avant de parler de la fête de la liberté, il faut rappeler que toute fête a plusieurs dimensions. Une dimension liée au cycle naturel de la vie quotidienne, la vie économique. Une autre propre à l'histoire d'Israël telle qu'elle nous est racontée dans la Torah. Et une troisième qui est une dimension universelle. Et par conséquent, quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle à 2 niveaux au moins différents. Le niveau de l'histoire spécifique d'Israël, et puis pas que simplement autant de ce qui s'est passé d'Égypte, puisque le fait qu'on commémore une fête, le mot de Zecher en hébreu, a un sens très particulier, puisque ce n'est pas le sens de la commémoration de ce qui s'est passé il y a 3500 ans à peu près, c'est plutôt le sens de ce qu'il reste à faire aujourd'hui, et donc il faut se remémoriser ce qu'il s'est passé et qui n'a pas encore été entièrement fait, pour pouvoir le réaliser de notre temps. Et ça, c'est directement lié à l'histoire universelle tout entière. Je veux juste rappeler un petit détail de l'histoire que Manitou, que vous avez rappelé tout à l'heure, a beaucoup mentionné. 1948, l'indépendance de l'État d'Israël. Mais ce n'est pas un fait isolé. En parallèle, un peu avant, un peu après, énormément d'autres peuples ont retrouvé leur indépendance. L'Inde, la Birmanie, les États africains, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a là un phénomène universel, et comme le disait Manitou, j'emploie son expression parce que je trouve qu'elle est très percutante, Israël a vécu et vit cette libération, cette liberté, de manière paroxysmale. Donc on a un indice de paroxysme, disait Manitou, à propos de l'histoire d'Israël, mais il faut toujours le remettre en contexte avec l'histoire universelle tout entière. Et donc quand on parle de liberté, on parle d'abord premièrement et essentiellement de liberté dans le sens politique du terme, c'est-à-dire l'indépendance, le fait de retrouver son indépendance. Alors, justement, le Rav Ashkenazi avait expliqué, si je me souviens bien, que l'une des significations parmi donc, les plus fondamentales de chacune des grandes fêtes de pèlerinage, donc 3 fêtes que constituent Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est que chacune d'elles représente une sorte de valeur, ou plutôt un niveau spirituel, ou encore une certaine manière d'être homme, propre en essence à toute la nation d'Israël, mais que ce peuple et les différents individus qu'il compose
dans la traversée de différentes périodes historiques, la traversée de l'histoire, qui sont des périodes changeantes, doivent revivre d'année en année afin de mieux intégrer cette valeur et ce niveau spirituel spécifique à chaque fête dans la mentalité collective d'Israël. Et ce, tant que ces valeurs, avait-il ajouté, ne sont pas totalement intégrées, j'allais dire, à la psyché ou au comportement collectif de toute la nation. Est-ce donc encore le cas dans la société israélienne d'aujourd'hui pour la fête de Pessah, une fête tout à fait centrale? Est-ce que ça travaille pas simplement par rapport au passé, comme vous le disiez, mais par rapport au présent? Bien sûr, puisque, comme je l'ai dit, le mot de Zecher, qui est le mot central employé par la Torah et par nos sages après, Zecher le Maaseh Bereshit, Zecher le Yetziat Mitzrayim, a ce sens de non seulement commémorer, mais surtout de réactualiser. Donc s'il y a quelque chose à actualiser, c'est donc qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. Et c'est ça dont il faut se souvenir. Alors, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. Première étape, 1948, He Be'iyar Tashach, le 5 Iyar 5708, où on a retrouvé notre indépendance politique. Mais ça ne se termine pas là. Manitou, quand il parlait de sionisme ou de réalisation par le peuple hébreu de ses aspirations naturelles et nationales, parlait du Baït Shlishi, de la troisième maison. Et cette troisième maison, il faut la construire. Donc il y a des étapes dans cette construction. Ça concerne l'histoire propre d'Israël. Mais cette construction n'est pas coupée de ce qui se passe au niveau international. Pas dans la région, bien évidemment, mais aussi au niveau global. Il faut montrer aussi aux différentes sociétés humaines comment, par exemple, pratiquer une politique qui est basée non pas sur des intérêts, disait Manitou, mais sur la morale. Je crois qu'on en est très loin aujourd'hui. Tout le monde parle d'intérêts, chacun a ses intérêts, il y a des conflits d'intérêts, etc., etc. Et Manitou disait, le grand message que le peuple d'Israël a d'abord à délivrer aux nations en tant que nation, c'est nous devons mener une politique morale. Il n'y a pas de différence entre la morale et la politique. C'est tout un programme en lui-même. Absolument. Et comme on en est bien loin, donc il y a vraiment quelque chose, non pas seulement à commémorer, mais à réaliser. Et à travailler. Oui, il y a tout un travail. Et au niveau de la collectivité, là, on ne parle pas de quelque chose au niveau de l'individu. Bien sûr. Donc il faut se resituer dans ce cadre général de collectivité, de société face à société, de nation face à d'autres nations, et leur dire, voilà, nous avons, nous, en tant qu'Hébreux, un programme à vous proposer. Intéressant. De quelle manière, selon vous, l'élément historique auquel vous venez de faire allusion et aussi ontologique, j'allais dire massif, que constitua la sortie d'Égypte il y a justement 3500 ans, puisque jusque-là, personne, et encore moins une collectivité humaine tout entière, n'avait pu sortir de cette véritable prison que constituait le régime pharaonique, une superpuissance hyper fermée et gardée. Comment et en quoi donc cet événement a priori si lointain dans le temps, cette sortie de l'asservissement, cette désaliénation, avait dit Manitou, a pu influencer l'histoire humaine en général et particulièrement l'histoire occidentale? Je fais référence évidemment au symbole de la Révolution française de 1789 et sa fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 2 ans après, où on voit en fait des tables de la loi. Et puis on pense aussi à cette expression qui fait tellement renvoie tellement à Pessah, c'est le fameux printemps des peuples au 19e siècle européen, quand les nations qui avaient été dominées par les empires, les peuples ont pris le pouvoir et donc on fait naître les véritables nations de l'Europe. Est-ce que il y a eu cet héritage déjà profondément ancré en Occident de la sortie d'Égypte comme événement de désaliénation? Disons qu'il y a quelques prémices ici et là, mais le concept hébreu de Beit Avadim, ça va plus loin que ça. C'est pas simplement une maison d'esclaves. Je pense qu'un grand nombre d'entre nous se souvient encore de l'URSS dont on ne pouvait pas sortir. C'est pas si loin que ça. Hein. C'est vrai. D'abord, les Juifs soviétiques s'en souviennent très bien, mais il n'y avait pas que les Juifs soviétiques qui ne pouvaient pas sortir. Personne ne pouvait sortir. Donc, de notre temps, on a quand même connu quelque chose de semblable. Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans le sens de ce que nos sages nous enseignent à propos de Pessah, sur le mot même. Pessah, la parole qui redevient libre.
et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même assez loin de cette liberté de la parole. Dans la société postmoderne, tout le monde sait qu'il y a une espèce de doxa qui s'est installée, Le politiquement correct, oui. politiquement correcte, qui nous vient des États-Unis très souvent, qui fait que on peut dire certaines choses et puis d'autres choses, celui qui le dit est mis au banc directement de la société, traité de tous les noms. Donc on en est loin. On n'est pas dans un véritable débat d'idées. On ne peut pas dialoguer vraiment puisque si on sort de la doxa, on est mis tout de suite au banc de la société. Et justement, même au niveau c'est pas qu'au niveau des dialogues entre les intellectuels, c'est aussi au niveau du fait politique. C'est que on est resté finalement figé dans cette conception du 19e que vous avez rappelé très bien, l'État-nation. Mm-hmm. Alors, l'État-nation, ça veut dire l'État avec ses frontières, et puis celui qui se trouve de l'autre côté de la frontière est défini automatiquement comme étant l'ennemi. C'est très loin de la conception de la Torah. Ah, absolument. Donc c'est ça le beth avadim de l'Égypte encore. C'est que chacun est refermé dans une espèce d'île virtuelle, et puis tout ce qui n'est pas de chez moi est l'ennemi par définition. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de travail à faire. Alors pour affiner un peu ce travail qui est colossal, cet espace qui reste à parcourir, j'ai deux autres questions plus centrées. Quelles leçons on devrait donc tirer au regard de ce que vous venez de dire? Quelles leçons devraient tirer les nations du monde, après on en viendra au Moyen-Orient, pour aujourd'hui et pour elles-mêmes, de cette incroyable occurrence qui fut la possibilité d'une sortie d'Égypte, de toutes les Égyptes pour toute l'humanité. C'est-à-dire, vous avez déjà abordé cette question en ce qui concerne la libération du langage, c'est-à-dire une manière de penser adéquate aussi. Mais aujourd'hui, ça signifie quoi se rattacher aux leçons de Pessah que le peuple hébreu a transmis d'abord en son sein, mais qui aujourd'hui s'adresse de manière assez considérable à tout l'universel humain. Qu'est-ce que c'est les leçons de Pessah pour aujourd'hui? Moi, je dirais, et Manitou employait une expression à propos de l'Égypte en parlant de la religion astrobiologique de l'Égypte. Bon, ça c'est un fait pour les historiens modernes de cette conception des choses, c'est le déterminisme. Le déterminisme sous toutes ses formes, que ce soit le matérialisme du 19e siècle, le positivisme du 19e siècle, mais aujourd'hui encore, les neurosciences qui veulent, dont certains veulent faire dire que finalement tout est déterminé par avance, la liberté n'existe pas. Toutes ces théories qui sont à chaque époque finalement remises sur le tapis pour expliquer pourquoi l'homme finalement n'est pas responsable de ce qu'il fait. Il y a une espèce de fatalisme qui s'installe même dans l'histoire. Et finalement, on ne peut pas réclamer à l'homme et puis à la société humaine grand-chose. Je pense que c'est ça finalement le fond de la chose. Pessah, c'est d'abord, vous pouvez sortir, tout le monde peut sortir de ce déterminisme, de ce fatalisme. Chacun peut, mais Manitou disait que le grand mérite d'Israël à la sortie d'Égypte, enfin en tous les cas de ceux qui sont sortis d'Égypte, des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, un cinquième dans la meilleure opinion, c'est de s'être approprié leur destin et de marcher vers leur avenir. Et donc, je pense que l'humanité a un avenir et qu'elle doit marcher vers cet avenir-là. Et cet avenir-là, personne ne nous le garantit qu'il est rose, comme on le pensait au 19e siècle. Le 20e siècle est passé par là, 2 guerres mondiales, et puis combien, je ne sais plus, 30 millions de morts la première fois, 60 millions la deuxième, ça fait déjà beaucoup. Sans parler des guerres colonialistes après, etc. etc. Donc, il y a quelque chose qui finalement demande à être clarifié, demande à être élucidé, et finalement, mais qu'est-ce que l'homme veut faire de sa propre société? Alors, je pense que c'est ça l'interrogation qu'Israël doit poser aux nations. Qu'est-ce que vous voulez faire
de la société humaine. Alors, justement, comme on avance dans notre discussion, il nous reste un peu plus de 5 minutes. J'ai une double question pour terminer ce débat qui n'a fait qu'effleurer la question, car on aurait envie de vous écouter évidemment plus longtemps. Plus précisément, j'allais vous demander, dans la mesure où Israël est au cœur du Moyen-Orient, c'est le titre d'ailleurs et le titre de mon magazine, quel sens pourrait revêtir aujourd'hui, j'allais dire presque aussi maintenant, parce que c'est à la mode de dire aujourd'hui et maintenant, cette nécessaire prise de conscience de la liberté possible de Pessah pour les autres nations résidant au cœur de cette région tumultueuse qu'on appelle le Moyen-Orient, et qui le reste d'ailleurs, une région encore en proie, tout le monde le sait, au millénaire conflit entre Israël et Ishmaël, et alors que c'est bien Esav, Rome, ou si vous voulez la civilisation occidentale, qui continue pour des raisons propres à cette civilisation, de jeter de l'huile sur ce conflit qui au départ était binaire. Ce conflit était au départ, au niveau des patriarches, un conflit entre les deux fils d'Abraham et il est tout de suite devenu un conflit triangulaire avec l'entrée en jeu d'Ésav, frère de Jacob, en se transformant en un affrontement géopolitique et presque spirituel entre la civilisation et les valeurs d'Israël et aussi celle d'Ishmaël et celle de l'Occident qui se mêle de tout dans cette région. Alors comment pour être plus précis, tenter donc de résoudre ce triple face-à-face avec les leçons à tirer de la fête de Pessah, afin que chacune de ces civilisations, vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, se retrouve libérée de ses faux dieux et à même d'assumer pleinement et sans agressivité déplacer son rôle et son destin. Alors, il n'y aurait-il... Je pense que là, il faut revenir à un schéma très fécond que Manitou nous a donné, qui est le suivant. Dans la typologie biblique, Israël vit au 7e jour, l'islam vit encore au 6e jour, et la chrétienté prétend vivre déjà le 8e jour. C'est-à-dire le vendredi de l'islam, le Shabbat... C'est ce qui est caractérisé de manière symbolique par le jour de repos de chacune de ces trois familles issues d'Abraham. Effectivement. Et finalement, l'islam, en tous les cas, dans le courant sunnite, qui est le courant majoritaire, la notion de liberté n'a aucune place. Tout vient de Allah. Donc pour eux, la notion de Pessah est quelque chose d'absolument hérétique. Pour la chrétienté, de manière paradoxale, eh bien non plus, il n'y a plus de place pour la liberté, puisque finalement on vit de manière utopique dans une espèce de 8e jour qui serait déjà arrivé, on serait déjà au-delà de cette problématique-là. Donc je pense que pour résoudre des problèmes soi-disant politiques, il faut revenir au fondement théologique de ces problèmes-là, et c'est finalement le refus de la plus grande partie de l'humanité, que ce soit du côté musulman ou du côté chrétien, c'est d'affronter la véritable histoire qui est celle du 7e jour, celle où la responsabilité de l'homme est mise en jeu, où Dieu lui pose la question « Ayeka, où es-tu à chaque étape ? Qu'est-ce que tu es devenu maintenant ? Qu'est-ce que tu as fait de ta propre histoire ?» Et la responsabilité de l'homme est engagée parce qu'il est libre. Il est libre de faire réussir cette histoire-là. Il peut la faire réussir, mais il faut encore qu'il le veuille. Et je pense que c'est ça que nous devons expliquer d'abord. Le reste, ensuite, la traduction politique ou géopolitique des différentes prises de position, découle finalement de ce problème fondamental, le refus pratiquement systématique des grands courants de pensée de l'humanité, l'islam d'un côté, en tous les cas l'islam sunnite, la chrétienté en particulier le catholicisme, de prendre au sérieux cette notion de liberté, de responsabilité, de volonté qui peut être exprimée par le fait politique. La chrétienté a toujours refusé le fait politique. Et donc il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Et je pense que c'est comme ça, en expliquant cela à nos frères et nos voisins, et nos frères et nos voisins, oui, parce qu'ils sont là. Mais je pense que peut-être suite aux derniers événements, enfin c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe ces derniers temps, on peut commencer à espérer voir un petit changement dans cette direction-là. Et finalement, on peut essayer peut-être de discerner entre tous les discours qu'on entend, la grande
question qui est posée à Israël par ces nations, c'est mais qu'est-ce que vous avez vraiment à nous dire après 3500 ans de cette histoire, que vous racontez chaque année? Alors, comme il reste à peine une minute, je vous demanderai de me dire si vous êtes d'accord avec cette invite, j'allais dire, ou invitation, cette invite qu'avait lancée au détour d'une étude le Rav Léon Ashkenazi Manitou et qui a été transcrite, dans laquelle il disait que les temps sont venus pour nos générations, les nôtres en fait, de rédiger enfin notre propre Haggadah, notre propre sortie d'Égypte. Et est-ce que ce ne serait pas le moyen, justement, en pouvant passer à l'acte de cette rédaction, je dirais, collective sans doute, ce ne serait pas un moyen de nous expliquer auprès des nations, de faire comprendre pourquoi nous sommes revenus et les enjeux et les intérêts, ou du moins les objectifs communs qui peuvent exister avec nos voisins. Est-ce qu'on va un jour rédiger cette nouvelle Haggadah D'abord, cette nouvelle Haggadah est sous-entendue par la Gemara elle-même à la fin du premier chapitre de Brachot. Et la Gemara là-bas cite en particulier un verset qui vient de Jérémie. Il viendra un temps où on ne parlera plus trop de la sortie d'Égypte, mais de la sortie du pays du Nord et des autres pays. Donc on a vécu et on vit, nous, la réalisation de cette promesse faite à Jérémie, Kibbutz Galouyot, ça s'appelle en hébreu, le rassemblement des Juifs. Et puis après, il y a une deuxième étape, le rassemblement des exilés, Kibbutz Anidachim, des 10 tribus. Donc, on commence à vivre aussi cette période-là. Et effectivement, la Haggadah telle qu'on la connaît aujourd'hui est la Haggadah des temps de l'exil. Merci, Chaim, pour ces Et encore une fois, Chag Sameach à tout le monde. Chag Sameach, et merci pour votre temps et ces précisions d'importance en cette semaine si spéciale. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et bonne poursuite de la fête de Pessah. À bientôt.